souhaite à tous et à toutes la bienvenue aujourd'hui pour aborder un thème qui est on ne peut plus brûlant et qui pourtant, on peut le dire, du moins sur son volet écologique, n'a pas forcément motivé énormément de candidats à la présidentielle, hein, puisqu'on est dans l'actualité. Néanmoins, nous, on a choisi de vous parler de la RSE et particulièrement la RSE à destination des PME pour se poser la question, quand on est une PME, est-ce que la RSE, ça peut être un booster ou ça risque d'être plutôt un frein à la compétitivité de mon entreprise? Et pour ce faire, on a Pierre-Louis avec nous, Pierre-Louis Frouin, qui est expert Bonjour. RSE. Bonjour Pierre-Louis. Merci vraiment d'avoir préparé ce webinaire. Je suis sûre qu'il va vous passionner. Et donc Pierre-Louis a une activité indépendante, il se présentera tout à l'heure et fait partie de notre réseau Flexter pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche RSE et qui ont besoin d'accompagnement dans ce domaine. Et vous verrez, ça peut concerner un certain nombre de pans de cette politique RSE, de cette démarche RSE. Ce que je vous propose avant tout, c'est de vous présenter très succinctement Flexter. Pourquoi c'est Flexter qui accueille ce webinaire aujourd'hui? Donc moi, je m'appelle Audrey Varona-Stone. Je suis directrice marketing en temps partagé, fondatrice du réseau Flexter temps partagé et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter en synthèse l'activité du réseau. Donc, la problématique à laquelle répond le réseau Flexter, c'est celle du manque de temps que peut avoir une entreprise, particulièrement une PME, ou du manque de compétences qui peuvent être présentes dans l'entreprise pour réaliser un certain nombre de missions ou assumer un certain nombre de fonctions. Et donc, on s'adresse directement aux dirigeants de PME qui ont besoin de se concentrer sur le cœur de leur activité et qui parfois sont amenés à être un peu, comme on dit, au four et au moulin. Et donc, l'idée de Flexter, c'était de rassembler un certain nombre d'experts pour intervenir dans les entreprises en temps partagé et soulager le dirigeant. Le temps partagé, c'est quoi? Alors, c'est un terme assez large qui signifie finalement la possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs. Parfois, ça peut être aussi un temps partagé de personnes en CDI. Ce sont des configurations qui existent, notamment dans le cadre de groupements d'employeurs. Dans le cas de Flexter, on fait appel à des intervenants indépendants à l'extérieur pour assumer un certain nombre de missions ou de fonctions pour lesquelles l'entreprise ne souhaite pas ou ne peut pas recruter, ou se trouve dans un moment de son développement, une accélération où elle envisage potentiellement un recrutement, mais à l'instant T, elle n'est pas encore complètement en mesure d'opérer ce recrutement. Donc, nous sommes, comme je l'ai précisé, des professionnels indépendants. Nous avons une expérience importante en entreprise. On a exercé, on n'est pas des professionnels de l'accompagnement depuis notre naissance, entre guillemets. On a réalisé des missions en entreprise, ce qui rend notre approche très opérationnelle, mais aussi qui nous donne la possibilité d'avoir une vision stratégique parce qu'on a tous eu des postes seniors en entreprise. L'avantage, c'est quand on arrive sur une mission, on va pouvoir s'approprier rapidement les sujets pour lesquels nous sommes missionnés. Nous avons des compétences très diverses dans le réseau que je vous incite à aller regarder sur notre site internet, qui vont depuis, bien sûr, puisque c'est mon cœur de métier, le marketing jusqu'à la qualité, en passant par les ressources humaines ou les achats, la supply chain, par exemple, et aussi grâce à Pierre-Louis qui nous a rejoint l'année dernière, un aspect RSE qui nous semblait, nous, très important de pouvoir couvrir. Nous avons des offres différentes. On peut intervenir de façon ponctuelle sur des missions de conseil. On peut intervenir de façon régulière dans des missions en temps partagé, hein, où on est comme si on était dans votre organisation, mais on n'intervient que quelques jours et pas à 100% du temps et de façon externalisée. Il y a une offre que j'aime bien, dont j'aime bien parler, qui est l'offre Flex Tandem, où les experts du réseau peuvent piloter et encadrer un junior chez vous
pour lequel il vous manque soit de la compétence, soit du temps pour pouvoir vraiment l'aider à mener à bien ses missions. Et dans ces cas-là, nous, on peut l'accompagner de façon très, très ponctuelle, comme ça, avec un suivi régulier pour développer vos activités sur la fonction nécessaire, enfin, la fonction que vous avez identifiée. Vous verrez sur le replay, il vous suffira de scanner ce QR code pour pouvoir accéder à nos coordonnées. Comme vous le voyez de toute façon dans la présentation, nous avons donc des pages LinkedIn, site web www.flexter.fr. Et n'hésitez pas, nous allons de toute façon vous envoyer à tous le replay. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Sans plus tarder, je vous présente Pierre-Louis. Il va lui-même se présenter, qui couvre ces aspects de RSE qui vraiment nécessitent une expertise quand on commence à s'y intéresser en entreprise. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est à quel point cette RSE est polymorphe, donne énormément d'opportunités, mais nécessite quand même un accompagnement. Et donc, écoute, Pierre-Louis, je te laisse te présenter. À la rigueur, je sors de la présentation pour que tu puisses toi-même charger ton contenu. Alors, merci Audrey. Donc, pour la présentation, je suis, comme l'a dit Audrey, expert RSE avec un focus particulier sur tout ce qui est sujets environnementaux et décarbonation. Donc, indépendant depuis 2 ans. Et avant, j'ai une longue carrière en entreprise puisque j'ai fait ma conversion à la RSE en 2005. En travaillant dans divers domaines, donc plus environnement sur les aspects produits, donc notamment produits IT, télécom, mais aussi donc j'ai beaucoup travaillé sur la partie achat, donc comment on fait de la RSE dans les chaînes d'approvisionnement, et puis sur des aspects un petit peu aussi annexes comme les sujets par exemple de corruption. Mais on va passer dans le vif du sujet. J'avais partagé mon écran. Hop. Voilà, vous voyez la présentation, c'est bon? C'est parfait. Hop là, voilà. Impeccable. Et donc, parler de RSE ou responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous connaissez, avec un focus particulier sur les PME. Alors, je vais un petit peu définir le concept et pourquoi. Le but n'est pas de faire un cours, mais juste comme j'ai un auditoire aujourd'hui que je ne connais pas, donc pour faire une brève mise à niveau. On va parler des aspects de rentabilité, parce que je pense que c'est quand même un élément super important pour les entreprises, pour les PME en particulier. Et puis, et là, je vais m'alourdir un petit peu là-dessus, sur la valeur ajoutée, donc au-delà des calculs et des chiffres, quelle peut être la valeur ajoutée de la RSE pour une entreprise. Donc, je vais commencer succinctement donc, avec cette partie, la matière, là, pour mettre un petit peu de concret. Donc, je vais parler souvent de façon un peu générale de la RSE. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a essentiellement 2 grandes composantes qui sont la composante environnementale et la composante sociale, auxquelles on adjoint en général l'éthique, sachant que les frontières sont un petit peu mouvantes hein, d'une partie prenante à l'autre, mais bon, là on a l'essentiel, avec dans l'environnement donc les problématiques que vous voyez ici, dont certaines comme les gaz à effet de serre ou la biodiversité sont très largement médiatisées. Sur le social aussi des aspects, je pense que tout le monde connaît en entreprise, et sur la partie éthique, donc le fer de lance, c'est l'anticorruption, mais il y a d'autres éléments aussi. Voilà, je passe directement, c'est juste pour un petit peu poser le décor, je passe directement à la suite. Et je voudrais juste faire un petit focus là aussi sur l'application de la RSE. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup travaillé sur la partie achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue RSE sur la chaîne d'approvisionnement? Souvent, quand on pense RSE, on pense au fonctionnement de l'entreprise, donc c'est notamment les activités industrielles, mais évidemment, c'est très réducteur. Donc, dans le fonctionnement d'entreprise, il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte, mais d'autres auxquelles on pense moins spontanément, comme la gouvernance de l'entreprise, au-delà des pratiques et des impacts concrets, notamment sur l'environnement.
La chaîne d'approvisionnement, dont je viens de parler, c'est super important également. Il faut savoir que si demain vous faites un bilan carbone d'une entreprise, surtout des entreprises qui ont des activités industrielles avec une part d'achat et une chaîne d'approvisionnement significative, si on prend un exemple, je vais prendre l'exemple des gaz à effet de serre, on arrive assez fréquemment à des entreprises dont l'impact est à 80 ou 90% dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce n'est pas tant leurs pratiques qui sont importantes que la manière dont elles achètent et ce qu'elles demandent à leurs fournisseurs. Et puis, troisième élément qui peut être aussi totalement central, c'est les produits et les services qui sont vendus, puisque là, si vous avez typiquement, si vous vendez des véhicules, des voitures, l'impact de l'utilisation du produit va être totalement central dans l'approche de la RSE, notamment sur les aspects environnementaux. Donc, il ne faut pas avoir une vision simplement focus sur ce qui se passe dans votre usine ou dans votre entreprise, il faut voir un petit peu au-delà. Alors, je vais faire un très bref passage aussi sur, on va dire, le pourquoi, et notamment, on parle beaucoup d'écologie. Hein. Donc, je prends juste un très court focus sur les limites planétaires. Donc, notre biosphère a un certain nombre de flux de régulation aujourd'hui qui sont plus ou moins stables et sur lesquels les activités humaines vont avoir un impact. Donc, il y a un collège d'experts qui a identifié donc, les grands éléments de notre écosystème et à essayer de voir si pour chacun de ces grands éléments, il y a une espèce de limite, qui est appelée ici, je suis désolé, c'est en anglais, donc le Safe Operating Space, donc une limite, une espèce de zone de stabilité. Et on a pu, pour un certain nombre de ces limites, identifier effectivement une zone de stabilité et voir si, même si on est toujours dedans, si on l'a dépassé. Et donc là, si je prends l'exemple tout en haut, sur le changement climatique, donc on est en train de dépasser cette zone de stabilité. Donc, les enjeux vis-à-vis de ces considérations environnementales sont évidemment énormes, puisqu'on va créer des conditions au fait où on va faire beaucoup évoluer notre environnement et notre écosystème. Et évidemment, ça va avoir des impacts très forts au niveau planétaire. Et donc, pour finir là-dessus, juste l'exemple du changement climatique. Donc, à gauche, vous avez la courbe des émissions dans le temps. Donc, on voit qu'elle est en augmentation croissante, sauf en 2020 où l'effet Covid fait que les émissions ont diminué. Et par rapport à ça, et pour faire le lien avec les limites planétaires, en fait, si on veut rester à un réchauffement à 1,5 degré, ce qui est un petit peu la limite au-delà de laquelle les perturbations et les changements vont être très forts, on a un budget carbone, puisque les émissions de gaz à effet de serre se cumulent dans l'atmosphère. Un gaz à effet de serre, il reste pendant des années, voire des siècles. Donc, on a un budget carbone restant pour rester dans la limite, et vous voyez, il est très faible. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faudrait qu'on reproduise chaque année la décroissance de 2020 liée au Covid pour pouvoir rester dans le degré et demi. Donc, voilà. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il y a des enjeux, notamment sur la partie environnementale du sujet, qui sont gigantesques. Alors, je passe donc à l'entreprise et à l'argent. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer un investissement RSE? Donc, un investissement RSE, comme tout investissement, il va falloir regarder combien ça coûte, combien ça rapporte, quand est-ce que ça rapporte dans le temps aussi, parce que les gains ne viennent pas d'un coup, et donc quel est le retour sur investissement. Donc là, l'idée de ce slide, c'est un petit peu de tordre le cou aux idées reçues là-dessus, qui vont dans les deux sens. Il y a des gens qui disent, mais de toute façon, la RSE, l'environnement, le social, c'est du bullshit, ça ne sert à rien. Si, on peut évaluer combien ça coûte, combien ça rapporte dans un certain nombre de cas. Et vice-versa, il y a des gens qui disent évidemment qu'il faut investir dans la RSE, c'est l'avenir, c'est important, etc. Et là encore, la réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. Il y a des investissements qui sont plus rentables que d'autres. Et donc, comme évidemment, si je reprends le concept du développement durable en général, c'est l'environnement, le social, mais aussi l'économique. Et c'est important de pouvoir faire un petit peu la mesure de ce qui est intéressant d'un point de vue financier et de ce qui l'est moins. Et de commencer évidemment par ce qui est intéressant, de prendre ça en compte dans les priorités de l'entreprise.
Donc, pas de solution miracle là. Et quand même, pour mettre un petit peu de concret là-dessus, je vais, je vais mentionner quelques-uns des enjeux sur lesquels on a des gains en établissant des politiques RSE vertueuses. Donc, le plus évident, c'est l'énergie et les gains qu'on peut faire sur le prix de l'énergie. Donc, exemple très, 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 très simple qui est extrêmement facile à quantifier là pour le coup, c'est j'achète des LED, j'installe des LED dans mon entreprise et donc je vais avoir un éclairage qui va moins consommer et je vais pouvoir mettre ça en balance avec le coût de mes ampoules LED. Bon, il y a pas mal d'autres exemples, j'en ai pris quelques-uns, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais l'éco-conception peut avoir une multitude d'impacts différents, mais si en faisant de l'éco-conception de vos produits, vous arrivez à réduire la quantité de matières premières que vous allez utiliser, évidemment, vous allez faire du gain sur le coût des matières premières, etc. Idem pour l'économie circulaire. Très concrètement, si vous identifiez quelque chose qui est aujourd'hui pour vous un déchet, mais qui peut servir dans votre écosystème d'entreprise, qui peut servir à un tiers, ça devient une ressource, vous allez le valoriser, donc ça a un intérêt économique. Pour la santé et sécurité, évidemment, l'accidentologie, ça représente un coût pour les entreprises aussi, notamment tout ce qui est industriel, évidemment. Donc là aussi, il y a un retour sur investissement. Et là, ça devient vraiment difficile à quantifier quand même, ne nous en cachons pas, mais il y a un retour sur investissement. Et puis, sur la partie sociale, plus au sens large, bon, les conditions de travail, le fait qu'il y ait un dialogue social dans l'entreprise, que les collaborateurs soient bien encadrés sur la gestion des carrières et la formation, évidemment, ça va avoir une valeur ajoutée, je reviendrai là-dessus, mais on va diminuer l'absentéisme, le turnover, évidemment, et puis des gains de productivité importants aussi liés à la motivation des collaborateurs, mais je reviendrai. Il y a un autre aspect aussi, si on reste dans les considérations économiques, qui est que sur ce domaine-là, et en particulier sur l'environnement, vous allez avoir énormément d'aides très variées, que ce soit d'un point de vue de la thématique ou du concept de la philosophie. Donc, tout le monde se dit, ah bah oui, si j'investis dans une pompe à chaleur, je dois pouvoir avoir des aides d'État, parce que ça, c'est des choses qui sont connues également à titre personnel pour nous, grand public. Pour les entreprises, la palette d'aides est vraiment très, très large, puisque ça va donc évidemment des investissements, mais aussi aux actions de communication, de formation, les études amont, la recherche. Donc tout ça, ça crée une espèce de microcosme d'aides qui sont quand même très variés, avec des montants, notamment dans le cadre de France Relance, là, ce n'est pas les seuls. Donc ça, c'est les montants sur 2021-2022. Donc évidemment, tout n'est plus, ces montants ont été en partie dépensés, mais il y a quand même énormément de choses. Donc des aides et puis aussi des facilités de financement pour les projets, donc avec un impact environnemental et social, notamment avec la BPI qui fait pas mal de choses. Et pour les aspects environnementaux, on va dire le média principal qui fournit beaucoup d'aide, c'est l'ADEME. Alors, au-delà on va dire, des considérations purement financières, donc là, on va rentrer un petit peu dans les choses qui sont moins quantifiables ou moins facilement quantifiables, parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc ça, c'est le résultat d'un sondage qui avait été fait l'année dernière, donc pour savoir ce qui motive les dirigeants à soutenir la politique RSE. Et là, on va arriver sur des sujets dont je n'ai pas vraiment parlé. Donc il y a tout ce qui est risque, notamment l'image et la réputation de l'entreprise, on y reviendra. Il y a évidemment les demandes clients. Bon, ça, je pense que c'est un sujet que toute entreprise connaît bien, donc on en parlera un petit peu quand même. Les convictions personnelles de la direction, c'est quelque chose de fondamental. Ça, je n'en parlerai pas parce que c'est on va dire, des faits d'entreprise. Le réglementaire, dont je parlerai un petit peu aussi, bien que ce ne soit pas quelque chose de central pour les PME, aujourd'hui plus pour les ETI, mais moins pour les PME. Le business model, alors ça, je vais en parler assez largement parce que je pense que c'est un angle qui est très intéressant et qui peut être très, très porteur pour des petites entreprises. Ce que font les concurrents. Donc, tout ce qui est notation extra-financière, notamment donc l'impact sur les financements, je vais en parler.
Et puis, donc, les attentes des candidats, enfin, salariés potentiels et des salariés, ça c'est aussi un élément important que je vais aborder rapidement. Donc, vous voyez, il y a quand même tout un espace au fait où on ne va peut-être pas forcément parler de retour sur investissement, mais où il peut y avoir des choses très significatives pour l'entreprise sur les domaines de la RSE. Alors, je continue ou je finis avec tout ce qui est financier. Aujourd'hui, si vous voulez faire un prêt pour votre entreprise, le fait d'avoir des pratiques RSE vertueuses va vous faciliter, dans un certain nombre de cas, l'accès au financement et va vous permettre d'avoir des conditions plus avantageuses. Donc, très concrètement, il y a des prêteurs qui, si vous avez fait une évaluation RSE ou si vous avez un label RSE pour votre entreprise, si vous montrez un petit peu patte blanche de ce côté-là, ils vont vous donner accès au financement dans des conditions préférentielles, donc avec un impact financier très, très clair. Et puis, je ne peux pas ne pas parler d'un sujet là, qui a été sous les feux de la rampe fin de l'année dernière et début de cette année, la taxonomie de l'Union européenne. Alors, c'est une espèce de… C'est quelque chose de très compliqué, la taxonomie, mais donc aujourd'hui, cet accès facilité au financement dont je parlais, c'est le fait de financeurs, on va dire individuels, hein, des entreprises, des banques qui ont décidé de mettre quelque chose en place vis-à-vis de ça. La taxonomie de l'Union européenne, en fait, c'est un fléchage au niveau institutionnel des investissements qui va permettre d'identifier les investissements qui sont vertueux d'un point de vue essentiellement sur les sujets environnementaux, donc là qui sont listés à droite. Et donc, on va identifier en fonction donc, de l'activité de l'entreprise, d'un certain nombre de critères opérationnels, donc de seuils sur la manière dont elle fait cette activité, des impacts aussi sur les éléments environnementaux et on va dire, du respect d'un certain nombre de minima sociaux. On va dire, cette entreprise, elle est taxonomie proof, je ne sais pas trop comment le dire, elle est OK d'un point de vue taxonomie et donc elle permet d'être fléchée comme éligible à la taxonomie et donc ce qui va créer dans les années qui viennent un gros appel d'air sur les financements puisque je pense que la plupart des organismes financiers vont s'aligner sur ces éléments institutionnels. Donc là, ça va faire de plus en plus une différence sur l'accès et la qualité des financements auxquels vos entreprises vont pouvoir prêter. Alors, parlons maintenant un petit peu des risques. Donc, en haut à droite, j'ai illustré ça. Ce que vous voyez, c'est le Magic Quadrant, comme on dit, donc la partie supérieure droite d'une matrice plus grande. Là, j'ai mis que le quart de la matrice qui a été faite par le World Economic Forum. Donc, avec en abscisse la probabilité que les risques s'avèrent et en ordonnée l'impact, si c'est le cas. Et ce qu'on voit ici, c'est que sur les 5 principaux risques, hormis la partie infectious disease donc, qui a été mise à l'honneur suite au Covid, ça a été fait en 2021, et ben, les 4 autres principaux risques sont environnementaux. Et derrière, vous avez aussi des risques sociétaux, donc les risques rouges sur la partie sociale, sociétale. Donc, ça vous montre à quel point ces enjeux dits de RSE sont importants. Et c'est évidemment le fait de commencer à travailler sur ces sujets-là, c'est un moyen, ce n'est pas le seul, hein, puisqu'on peut faire de la politique de gestion du risque, mais c'est un moyen justement de rentrer dans ces sujets-là et d'aborder les risques et de pouvoir les anticiper ou les contrôler davantage. Et plus spécifiquement sur les risques liés au changement climatique, il y a des risques liés à l'adaptation au changement climatique, donc l'augmentation des températures, les événements climatiques extrêmes, pour tout ce qui est, par exemple, côtier ou portuaire, la montée des eaux, qui va avoir une influence à long terme aussi. Et puis, il y a des risques liés à la transition vers une économie bas carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui va se produire, qu'on le veuille ou non, puisque si ce n'est pas de degré, ce sera de force, avec la raréfaction de la disponibilité des énergies fossiles. Beaucoup disent qu'on a déjà passé le pic de consommation du pétrole. Donc, des risques liés à la transition, typiquement le secteur aérien, par exemple, est
en plein dedans, puisque la question est comment on fait voler des avions en 2050, par exemple. Et pour s'aider là-dessus, bon, je mentionne, je ne vais pas vous faire la démo là, parce que c'est un petit peu, ça va prendre un petit peu de temps, mais si vous faites un bilan carbone, donc si vous faites une évaluation des émissions de CO2 de votre entreprise donc, et de son écosystème, donc avec la chaîne d'approvisionnement en amont, les produits en aval, vous pouvez à partir de là faire une simulation de ce que va être votre impact financier si demain le prix du gaz, ce n'est pas demain d'ailleurs, c'est plutôt hier, augmente significativement. On fonctionne d'un certain nombre de paramètres, coût du gaz, coût du pétrole, du charbon, le taux de change euro-dollar, éventuellement une taxe carbone. Et donc cet outil vous permet d'évaluer l'impact sur vos revenus, combien vous allez devoir dépenser plus en fonction de ce que vous achetez. Puisque dans ce que vous achetez, même si vous achetez une matière première comme de l'acier, il y a un impact indirect évidemment du coût de l'énergie qui peut être très important. Donc, ce genre d'outil vous permet d'identifier ça et donc de travailler un petit peu sur, voilà, on est dans un nouvel environnement, donc là, on a déjà été projeté là-dedans assez largement avec les événements en Ukraine. Quel est l'impact à moyen terme, le temps que tous les coûts se répercutent dans votre chaîne d'approvisionnement et dans l'utilisation de vos produits? Quel est l'impact pour l'entreprise? Alors, je vais maintenant parler de la dimension un petit peu stratégique aussi de la RSE, en m'appuyant sur la loi Pacte, donc, qui est une bonne illustration de ça. Donc, la loi Pacte en 2019, donc sur la modernisation de l'économie, dit un certain nombre de choses et notamment, elle permet aux entreprises qui le souhaitent de définir ce qu'on appelle une raison d'être, c'est-à-dire un objet environnemental et ou social pour l'entreprise. Donc, d'un point de vue réglementaire, si on suit la loi, ça permet de rajouter dans les statuts de l'entreprise un item qui dit « Nous avons pour objectif de, par exemple, fournir uniquement des solutions bas carbone pour tel type de service. » Ce genre de choses. Et la loi Pacte, elle a un deuxième étage qui dit aussi que si on rentre dans cette démarche, on peut aussi définir une gouvernance d'entreprise qui correspond à sa mise en œuvre et de la faire certifier par un tiers tous les ans. Donc, c'est ce qu'on appelle le statut d'entreprise à mission. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 500 entreprises en France qui sont rentrées dans cette démarche. Donc, je dirais l'aspect réglementaire en soi, ce n'est pas le plus important, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on puisse un petit peu reconsidérer la manière dont on fait du business et les objectifs de l'entreprise. Donc, c'est aller sur la dimension stratégique à partir de considérations environnementales ou sociales. Et donc, je vais illustrer ça avec l'exemple de Veja, donc une entreprise qui a une petite vingtaine d'années qui fabrique des chaussures. Alors, j'ai mis un lien YouTube, si vous avez le temps, je vous invite à aller voir ça de près parce que je trouve qu'il est c'est très, très parlant comme exemple. Donc, Veja a été créé par un jeune entrepreneur qui a fait des audits sociaux, notamment, je crois, en Asie, pour voir comment étaient produits les biens de grande consommation et qui est rentré horrifié, au fait, par l'impact notamment social, mais aussi environnemental de la production et qui a décidé de fabriquer des baskets sans rentrer dans cette logique un petit peu de toute la chaîne mondialisée dans toute son horreur où en fait on ne sait pas trop qui fait quoi en amont, on ne contrôle pas, mais les produits arrivent et c'est parfait. Et donc, ils sont partis du postulat, et là, on touche vraiment le business model de l'entreprise, que si les grandes marques vendaient des baskets à 100 €, une petite entreprise, une petite start-up pouvait aussi vendre des baskets à 100 € qui soient complètement vertueuses d'un point de vue social et environnemental, parce que dans les 100 € qu'une marque comme Nike va vous vendre, il y en a à peu près 80, c'est de la communication, du marketing, de la pub. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont créé cette marque qui a grossi. Alors, ce n'est pas une multinationale, mais c'est une entreprise qui marche bien, qui ne fait pas de publicité, mais dont le credo, c'est de dire nous, nos baskets, on peut vous assurer qu'elles sont produites dans des conditions sociales et environnementales qui sont saines. Et donc, les 80 € qu'ils n'ont pas mis dans la pub, ils les ont mis des revenus qui sont transférés dans la production des baskets, parce qu'évidemment,
quand on traite bien les ouvriers ou les gens qui produisent les matières premières pour les baskets, ça coûte plus cher. Mais par contre, il y a un business model pour ça. Et je trouve ça très emblématique qu'on puisse créer quelque chose autour de ça et faire un modèle qui marche. Et des exemples comme ça, moi je trouve que l'exemple de Veja est très très bon, mais il y en a plusieurs, il y en a plein. À titre personnel, moi j'ai été sollicité par une boîte qui fait de la com d'entreprise et qui m'a demandé de réfléchir à une communication, alors c'est plus qu'une communication, mais une initiative RS vertueuse pour mettre en avant les pratiques de l'entreprise. Et alors, je pense que c'est un bon exemple aussi parce que c'est une entreprise donc plus dans le monde, pour des raisons de confidentialité, là je ne peux pas être très, très explicite, mais qui est plus dans le monde de tout ce qui est télécom informatique, et qui cherchait donc une filiale française, hein, donc qui ne fabrique pas les produits en question elle-même, mais qui cherche un moyen de mettre en avant leurs bonnes pratiques et de faire quelque chose de positif au niveau national en France. Et en se creusant un petit peu la tête, en regardant justement un certain nombre d'éléments, notamment le bilan carbone, on a trouvé une initiative qui transforme le business model de l'entreprise, mais qui permet de réduire significativement, a priori, les deux principaux postes d'émissions de carbone de l'entreprise, sans toucher aux produits. Donc, quand ils ont identifié ça, bon, ils ont sauté dessus, c'est super intéressant. Et donc, c'est un exemple aussi de transformation d'une entreprise où on va changer un business model avec des conséquences plus ou moins lourdes, mais très, très positives d'un point de vue, là, dans ce cas-là, c'est environnemental pour l'entreprise, évidemment avec une vraie valeur ajoutée d'un point de vue commercial, et en s'appuyant sur des éléments, des analyses environnementales ou sociales. Et donc ça, tout le monde peut se poser ce genre de questions. Et des fois, ça ne paraît pas évident. Et au fait, quand on s'y met, il y a des pistes, il y a des actions. Et c'est un facteur décisif pour, je dirais, éventuellement la croissance et la transformation de l'entreprise. Alors, si je reviens un petit peu sur les considérations PME, ce qui est intéressant dans cet exemple de société à mission et d'initiative de ce type-là, comme ce que j'ai décrit pour Veja, c'est qu'au fait, c'est très, très accessible à des petites entreprises. Là, vous voyez, c'est tiré de l'Observatoire des sociétés à mission, qui a énormément de micro-entreprises et de PME qui ont pu se lancer là-dedans. Donc, les gens qui disent « Ah bah oui, non, mais la RSE, c'est un truc pour les grands groupes multinationaux », c'est vrai dans une certaine mesure, parce que si vous déroulez une démarche classique, j'en parlerai un petit peu après, évidemment, ça prend du temps, des ressources, c'est lourd, c'est long, mais il y a d'autres façons de rentrer dans le sujet en réfléchissant autrement, en attaquant par un autre bout. Et ça, c'est vraiment très accessible et c'est beaucoup plus facile pour une PME ou une TPE que pour un grand groupe. Et puis, donc, il y a aussi quelques informations sur les différents secteurs là, qui sont représentés dans l'Observatoire. Évidemment, ce n'est pas limitatif, mais je trouve que c'est bien de voir aussi. Souvent, on dit, bah oui, surtout sur les sujets environnementaux et sociaux, c'est quand même plutôt des enjeux industriels. Et bah là, on voit que pas du tout, en fait. Il y a plein d'autres choses. Donc, si on parle un petit peu valeur ajoutée donc de ce genre de démarche de raison d'être, donc là, c'est les extraits d'un rapport BPI aussi. Donc, très important, la confiance et la mobilisation des salariés. Il y a quand même pas mal de personnes aujourd'hui qui ont un petit peu de mal à trouver le sens de leurs entreprises, quel est le sens de ce qu'ils font, et évidemment, créer une dynamique autour d'enjeux sociaux et environnementaux assez décisifs pour les salariés. Et moi, personnellement, il y a quelques années, j'ai vécu une situation où je suis passé d'un niveau de motivation très haut à un niveau de motivation moins haut. Si on m'avait dit que ça pouvait impacter à un tel point mon rendement au travail, je ne l'aurais pas cru. Si on m'avait dit, bah oui, c'est x2 en fonction de la motivation, je ne l'aurais pas cru, mais je l'ai vécu. Et donc, le fait de rentrer dans ce genre de dynamique où on va insuffler des considérations qui sont vraiment très positives et très, très humaines et très fortes humainement parmi des collaborateurs, je pense que ça peut complètement, enfin, si vous allez sur tout ce qui est observatoire des entreprises à mission, il y a pas mal d'informations là-dessus, ça peut
complètement transformer une entreprise en bien avec des développements qu'on n'aurait même pas imaginés, et notamment une implication qui n'a plus rien à voir avec les collaborateurs. Il y a aussi un aspect sur on va dire tout ce qui est stratégique et opérationnel. Ça donne de la visibilité, ça permet probablement d'aiguiller les décisions de façon différente et de façon plus claire et plus directe. Au niveau communication et visibilité, évidemment, c'est un atout d'avoir des éléments environnementaux et sociaux pour mettre en avant l'entreprise. Il y a l'aspect vision aussi, notamment pour les gens qui cèdent leur entreprise. C'est un moyen de sécuriser un petit peu leur vision de l'entreprise et de la faire passer aux personnes qui la reprennent. Et puis, bon, il y a les aspects financement dont j'ai déjà parlé. Et autre élément au niveau valeur ajoutée, donc les évaluations RSE dans les appels d'offres. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui vont vous demander de faire une évaluation, par exemple EcoVadis, et qui vont prendre les résultats en compte à hauteur de 5, 10, 20% dans leurs appels d'offres. Le fait d'avoir des critères environnementaux ou sociaux pour mettre en avant aussi vos produits ou vos services, évidemment, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Ça peut être fait de façon spontanée ou ça peut être aussi une attente dans l'appel d'offres de vos clients qui vont vous demander une labellisation, par exemple, dans le cadre de l'appel. Alors, sur les aspects réglementaires, là, je vais passer assez vite. Je vais vous montrer juste un petit outil. J'appelle ça de pré-diagnostic parce que j'espère qu'il n'y a pas de juriste parmi vous. Si vous êtes juriste, fermez les yeux parce que sous Excel, le juriste ne travaille pas sous Excel, mais c'est un outil donc, qui permet on va dire, de faire une pré-évaluation de quel type d'entreprise doit se plier à quelles exigences au niveau réglementaire RSE. Donc, je vais prendre par exemple une entreprise de 250 personnes, donc sur un site en France, et qui a un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Voilà, tac. Et ce petit outil de pré-diagnostic va vous dire quelles sont les exigences applicables et va vous permettre d'affiner après, puisque c'est pas tout ce qui est les gens qui travaillent dans le réglementaire savent que c'est suffisamment compliqué pour pas être complètement excelisable, mais voilà, ça permet d'avoir des idées sur à quoi on est soumis. Et je pense que c'est important, sachant que par exemple sur le sujet bilan carbone, il y a à peu près 80% des entreprises qui sont sujettes à la réglementation, donc qui leur demandent de faire un bilan carbone, qui n'en ont pas fait, qui ne sont pas à jour de leurs obligations. Donc voilà, ça permet de mettre le doigt sur ce genre de choses. Et Pierre-Louis? Oui. Cette matrice, elle réagit au nombre de salariés et ou au chiffre d'affaires, lequel des deux paramètres déclenche C'est l'un ou l'autre? Alors, il y a les deux parce qu'au fait, ça dépend de la réglementation. D'accord. Il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont au chiffre d'affaires, il y en a pas mal qui sont sur les deux. D'accord, ok. Voilà. Donc, comme ce n'est pas forcément un sujet central pour les PME, j'en reste là, mais voilà. Alors, pour finir, comment on se lance dans des pratiques vertueuses sur la RSE? Il y a une méthodologie qui est un petit peu standard qui existe pour identifier et hiérarchiser les enjeux RSE, où on va commencer par identifier les parties prenantes internes et externes, donc les écosystèmes de l'entreprise. Par rapport à ça, définir quels sont les principaux enjeux environnementaux et sociaux pour l'entreprise sur laquelle elle doit travailler. Et puis ensuite, à partir de ça, on définit une stratégie, on déroule un plan d'action. Mais chaque entreprise est unique. Il y a quand même pas mal de choses, de faits et de circonstances qui peuvent faire qu'il y a d'autres moyens de rentrer dans la démarche. Et moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant donc avec l'exemple de la démarche type loi Pacte, où on est plus dans le volontarisme, et puis après, effectivement, avoir une méthodologie standard, s'appuyer sur des référentiels existants, c'est bien sûr utile, mais ce n'est pas du tout le seul moyen de rentrer dans cette démarche, surtout pour une PME où on est souvent quand même très limité par les moyens. Et donc, par rapport à ça, le fait d'avoir une expertise externe, c'est très utile parce que ça permet d'être plus
sur la manière dont on va s'inscrire là-dedans. Bon, je vois des cas où il y a énormément de gens qui s'intéressent au sujet RSE. Donc, si vous cherchez quelqu'un dans votre entreprise pour prendre en main le sujet, vous allez sûrement avoir des volontaires, des gens qui disent bah oui, moi, ça m'intéresse à titre personnel et humainement, je prends. Ce qui est une très bonne chose parce que les apports des différents métiers sont essentiels dans la démarche, mais c'est comme tous les métiers, rien ne remplace un certain niveau d'expertise et de connaissance sur le sujet. Voilà. Et puis en plus, expert, ça ressemble à Flexter. Ce n'est pas un anagramme, mais bon, voilà, ça m'a plu. Voilà, il reste un quart d'heure. J'ai fini. Donc ça, c'est le slide de conclusion pour récapituler, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Et juste un petit point que j'ai juste identifié très brièvement sur le dernier carré, là, le moteur de transformation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin ou qui veulent se transformer parce qu'elles ont des enjeux, notamment économiques, très forts. Là, donc, ces perspectives RSE là, et rentrer dans ces sujets-là, ça peut être vraiment un moyen, un facteur très puissant de transformation pour une entreprise. Donc, je pense que c'est important de le mettre en avant, que c'est bon, dans un certain nombre de cas, notamment réglementaires, c'est nécessaire, c'est utile et ça peut être aussi vraiment une grande source avec des effets de levier sur un certain nombre de choses qu'on ne soupçonnerait pas au moment où on s'engage dans la démarche. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Pierre-Louis. C'était très intéressant, encore une fois, et je pense que, alors j'espère que ça vous a permis à toutes et tous d'envisager vraiment la RSE dans sa globalité avec tous les avantages qu'elle peut procurer, mais aussi la complexité que ça peut sembler, du point de vue d'une entreprise, ça peut sembler avoir. Néanmoins, on n'est pas tout seul, on peut se faire accompagner. Et puis, il y a quand même quelques obligations quand même, et c'était intéressant que tu le rappelles, Pierre-Louis, de dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne suivent pas la loi encore, probablement par méconnaissance pour la plupart, hein, parce que l'environnement législatif, légal Voilà. et réglementaire français est quand même extrêmement lourd et complexe. Mais tant qu'à se préoccuper, moi qui prône et qui suis très engagée sur les sujets de l'environnement, tant qu'à se préoccuper de réglementation, c'est pas mal de commencer à se préoccuper des réglementations liées à la RSE au global. Ce qu'on vous propose, c'est alors soit vous pouvez poser vos questions dans le chat, bien sûr, j'aurais dû vous le préciser au début, ou vous pouvez tout à fait échanger à l'oral. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Si vous avez des questions à poser sur des points pour lesquels il vous reste des interrogations. Alors, il n'y a pas de... Alors, une question donc de Jacques. Comment faire prendre conscience qu'une approche RSE est un investissement plutôt qu'une dépense? Oui. Vous partagez le replay. Enfin, j'espère convaincant là-dessus. Je pense que le meilleur moyen, au fait, si je me mets dans un contexte d'entreprise, c'est d'identifier un cas et de travailler à partir de là. En fait, rien ne remplace la real life. C'est bien de faire, il y a plein de jolis rapports qui parlent de ça, mais ouais, auprès des décideurs pour motiver, l'idéal, c'est de trouver le cas d'emploi qui est le plus intéressant pour l'entreprise et puis de construire à partir de ça. Et évidemment, pour l'identifier, il y a un petit peu de matière grise à mettre en place. Mais alors, dans le cas dont je parlais, là, pour l'entreprise que j'ai conseillée pour la communication, je pense que, moi, je me mets à leur place. Après, ils y vont ou ils n'y vont pas, mais le gisement, il est gigantesque, quoi. Donc, c'est une vraie question pour eux. Et à partir du moment où on commence à se poser la question, à se dire, tiens, je pense que la démarche, elle est enclenchée. Et Jacques, pour les décideurs peu motivés, je pense qu'il faut essayer de l'aborder par finalement tous les aspects dont Pierre-Louis a parlé.
Je trouve que la problématique marque employeur, aujourd'hui, dans un marché où on a quand même du mal à recruter certains profils, ça peut quand même être une approche importante, hein, notamment par rapport aux générations qui se présentent aujourd'hui. Ça me semble capital, ça me semble essentiel. Ouais. Moi, j'ai des exemples autour de moi, notamment dans les secteurs en tension comme l'informatique, où il y a des employeurs qui disent, mais si ma première motivation pour faire ce qu'on appelle du Green IT, c'est effectivement le recrutement. Parce que si je leur dis, oh, bah non, on ne fait rien là-dessus, c'est merci, au revoir. Mmh. Donc, ça devient bloquant de ce point de vue-là. On a Priscilla qui nous demande: bonjour à tous, comment sensibiliser les associations à la démarche RSE? En tant que, oui, pas génératrice de profit nécessairement, pour les mêmes raisons, je pense, hein. Ouais, alors, là, si on parle de sensibilisation, il y a un moyen aussi, enfin, il y a énormément d'outils maintenant, comme je pense le plus emblématique, c'est la fresque du climat. Où là, Oui, on n'est pas dans les considérations de l'entreprise, mais on va aller sensibiliser les gens sur l'impact du changement climatique, ce que ça veut dire, et souvent, ça les met en tension vis-à-vis de ça, et voilà, c'est un vecteur assez puissant. Et maintenant, cette fresque, elle a été déclinée dans plein de secteurs, donc ça peut être un moyen oui. effectivement d'engager des collaborateurs là-dessus. Oui, je vous incite à aller regarder de ce côté-là pour l'avoir faite moi-même, y avoir participé aussi. Comme c'est sous la forme d'ateliers, c'est bien aussi pour des membres d'une même association de participer à ça ensemble, quelle que soit son activité dans l'association. Ça fait, on entend parler de choses, mais je trouve que quand on le fait dans le cadre de la fresque du climat, on les vit et ça prend corps de façon beaucoup plus concrète à mes yeux, hein. Mm. On a Gonzague qui nous pose la question: bonjour, pour une PME, quel est le meilleur angle d'attaque pour lancer une stratégie RSE? Les achats, pour l'interrogation, la finance, pour l'interrogation. Alors ouais, là, évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, c'est clair. Il y a la méthode traditionnelle où on commence par le début avec, dont j'ai parlé, les parties prenantes, puis après les principaux enjeux, etc. Et puis après, il peut y avoir, enfin là, moi, je dirais que c'est plus confronter une vision d'expert justement à une stratégie et à une configuration d'entreprise, et puis à partir de là, définir ce qui est le plus important. Les achats, ça peut être crucial si on est sur des enjeux environnementaux qui sont justement dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Ça peut être totalement anecdotique dans d'autres configurations, donc il n'y a pas qu'une réponse. Et la finance, oui, ça peut être un moyen aussi. On a maintenant des outils de comptabilité environnementale, par exemple, la comptabilité carbone, qui permettent d'instiller justement des considérations environnementales au niveau d'une direction financière qui sont intéressantes. Super. Et on a une question de Jacques à nouveau qui nous dit, alors voilà, ça c'est une question intéressante: où doit se situer selon toi l'équipe RSE dans une organisation? Alors il lui dit, est-ce que c'est le marketing, la direction générale, la finance, la production? Quelle est ta Alors, vision? ouais, là, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas qu'une réponse. C'est un sujet complètement transverse, hein, donc la logique direction générale, je pense qu'elle est un petit peu incontournable. Maintenant, en fonction de l'entreprise, ça peut être très différent, ça dépend où sont les enjeux. Et puis l'équipe RSE aussi, ce qu'on constate dans la pratique, c'est que souvent, c'est pas une équipe monolithique, mais un réseau. On va peut-être avoir le schéma, on va dire un petit peu entre guillemets idéal, c'est une direction RSE qui est rattachée à la direction générale, et après un réseau de correspondants RSE dans chacun des métiers les plus importants vis-à-vis du sujet. Super. Alors, on a fait le tour des questions du chat. Est-ce qu'il y a de dernières questions avant qu'on termine? Je vous en prie, Jacques, qui nous remercie pour les réponses. De dernières questions qui nous viennent sur le chat? Je ne crois pas. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir terminer pile à l'heure.
N'hésitez pas, bien sûr. Si vous avez des questions complémentaires, à nous contacter. Vous allez de toute façon chacun recevoir par mail le replay pour pouvoir le partager aussi autour de vous si vous avez un petit peu de pédagogie à réaliser au sein de vos entreprises. Dans ce contexte-là, vous aurez nos coordonnées et bien sûr, on se fera un plaisir et Pierre-Louis vous se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On orientera toutes vos sollicitations vers lui. Pierre-Louis, je te remercie vraiment beaucoup pour cette intervention qui était vraiment passionnante. Je pense que c'est la première, ce ne sera pas la dernière parce qu'on a quand même c'est quand même un domaine très très vaste et je pense qu'il doit interroger beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas forcément par quel bout la prendre à nouveau. À très bientôt. Merci beaucoup. Gonzague, une dernière question qui arrive sur les téléscripteurs. Avez-vous des ouvrages à conseiller sur le sujet? Alors, il y a une grosse littérature, oui, sur le sujet. Là, mais justement, je suis en train de lire un livre sur l'économie symbiotique, vaste sujet. C'est difficile de conseiller. Ça dépend vraiment de votre configuration et des enjeux qu'il y a dans vos entreprises. Donc, éventuellement, on peut en parler de façon en offline, là, si on a en ayant une vision de l'entreprise, mais je ne serais pas capable de répondre comme ça de but en blanc. Parfait. Eh bien, merci à toutes et tous. On était très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine édition de notre webinaire courant mai, aux alentours de la mi-mai, qui portera sur le marketing. J'aurai la joie de l'animer moi-même sur une problématique de marque autour de la valorisation de votre marque. Encore merci Pierre-Louis et à très bientôt à tous. Au revoir.